Et la séance continue, alors restez avec nous sur LCP, on va débriefer ensemble ces questions au gouvernement. D'abord, les premières réactions politiques avec vous, Elsa Mondagava, depuis la salle des 4 colonnes, merci, et à tout à l'heure. Et puis, c'est une tradition dans cette émission, un face-à-face entre deux députés. Aujourd'hui, pour le Parti Socialiste, Pascal Terrasse, et pour l'UMP, Damien Abad. Vous pouvez leur poser des questions, ça se passe sur Internet, sur Twitter, via le hashtag QAG pour questions au gouvernement. Bienvenue dans la séance continue. Damien Abad, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Terrasse, merci d'avoir accepté notre invitation. Premier thème de cette émission, 3 ans de Hollande à l'Élysée. Quel bilan? C'est Manuel Valls qui s'y colle. Un message, il faut continuer dans les réformes. On écoute le Premier ministre et on réagit juste après. Il s'agit, dans une situation qui reste difficile, même si sur le plan économique, aujourd'hui, les choses vont mieux et que les perspectives de croissance sont là, de redonner espoir à la France, de restaurer la confiance, d'être davantage fiers d'être français. Nous avons suffisamment d'atouts pour le démontrer. Nous allons continuer, Madame la députée, les réformes parce que les Français attendent des réformes, attendent du mouvement et c'est évidemment le sens de l'action du gouvernement que je dirige. Et puis, au fond, face à une extrême droite qui veut détruire, et face à une opposition, à une droite qui veut répéter ce qui a mené la France à l'échec, eh bien, c'est à la majorité d'être fière de ce qu'elle accomplit, derrière l'action du président de la République, d'être fière, parce que moi j'ai la conviction que nous sommes en train de réussir. Alors Pascal Terrasse, question toute simple, quel bilan vous faites, vous, de ces 3 ans de François Hollande à l'Élysée? Écoutez, ce serait présomptueux de ma part de laisser entendre que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. D'abord, il faut bien voir que nous pensions en 2012, et je le reconnais, qu'avec le départ de Nicolas Sarkozy, la crise s'achèverait. C'est pas la réalité. La crise était là, elle était bien là, elle était européenne, elle était internationale, et en même temps, il faut bien le dire, 10 ans de gestion UMP avaient mis les comptes dans une situation difficile, et donc peut-être on n'a pas suffisamment dit, en tout cas à l'époque, la situation dans laquelle on se trouvait. Il y a eu des inflexions qui ont été faites ces dernières années, peut-être tardivement, notamment je pense au rapport Gallois qui aurait dû être mis en place plus rapidement. On a perdu, je crois, un an et demi là au début, et maintenant les choses vont plutôt bien, c'est-à-dire qu'on est dans une bonne perspective. Après, il faudra compter, faire le bilan et voir dans quelle mesure on peut améliorer les choses dans un an ou dans 2 ans. Mais d'ores et déjà, je pense que ça avance bien. Maintenant, les choses vont bien. Je suppose, Damien Abad, que vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue socialiste. Écoutez, que moi je ne sois pas d'accord, c'est à peu près la logique des choses. Mais ce sont les Français qui ne sont pas d'accord avec cela. Je crois que les Français le disent eux-mêmes, que le bilan par les élections, de François, non seulement par les élections, mais on le voit aussi. Vous savez, il y a un site qui vient de sortir, Lui Président, qui rappelle un peu le Moi Président et qui explique que simplement 20% des promesses ont été tenues jusqu'à maintenant. Mais il ne s'agit pas ici de rentrer uniquement dans un esprit polémique. De dire une chose, c'est qu'on dit la crise économique. C'est vrai qu'il y a une crise économique extrêmement forte, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. C'est que l'euro est bas, que le prix du baril du pétrole est bas. Donc on a des conditions économiques qui sont favorables et qui d'ailleurs montrent qu'il y a une reprise économique qui se fait notamment dans d'autres pays européens. Et en France, ça ne se fait pas. Donc, c'est la preuve. Ça se fait un peu quand même, on sent un frémissement. Un petit peu, la commission... honnêtement, regardez, vous avez vu Bruxelles l'a dit hier. Oui, mais attendez, vous avez vu comme moi que le chômage continue d'augmenter. Vous avez vu comme moi que l'investissement, même si ça repart un petit peu, c'est quand même très difficile. Moi, dans mon département de l'Ain, qui est le premier département industriel de France, on voit bien qu'il n'y a pas de reprise. Simplement, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de reprise? Parce qu'il y a des raisons structurelles à cela. On a besoin, en France, de libérer les initiatives, de croire en l'entreprise, de croire en la réussite, de favoriser. Moi, sur le rapport Gallois, il y avait des choses qui étaient positives. Je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on a besoin de grandes réformes. J'ai entendu le président Hollande qui a dit confiance, je crois, progrès et protection. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt défiance, insécurité et recul. C'est le constat que tous les Français font. Vous dites dans votre département de l'Ain, on voit qu'il n'y a pas de reprise. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, la commande publique ralentit, les entreprises du bâtiment public sont en grande difficulté, les projets d'investissement dans la plasturgie, dans d'autres domaines de compétences que nous avons, sont au ralenti également. Alors, il y a des secteurs où ça marche, mais c'est uniquement dû à l'initiative privée, à la volonté des chefs d'entreprise. Vous savez, je vais vous dire juste une chose. On a tout dans ce pays. On a toutes les chances que l'on peut. On a des entrepreneurs de qualité, des salariés de qualité. Ce qui manque simplement, ce sont des pouvoirs publics qui soient au service de l'économie et non pas à la contraindre en permanence.
Pascal Terrasse, ce frémissement, il existe ou pas? Cette reprise économique dont, Oui, il est dont nous parle Bruxelles, dont nous parle... D'abord, Bruxelles et la Commission elle-même considèrent que la croissance sera plus forte en 2015 que ce qu'elle avait été prévu dans nos budgets. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes prudents parce qu'on pourrait évidemment suivre les indicateurs qui nous sont proposés et dire tout va bien. Non, on reste prudent, bon père de famille, on essaie de se dire qu'il faut aboutir à équilibrer les comptes. Pour mémoire, il faut bien comprendre que la France était dans une situation où près de 7 à 8% de son PIB ne servait pas à des actions pour le pays, mais servait à payer de la dette. Il a fallu, dans un premier temps, réduire cette dette et nous l'avons fait. Ensuite, il fallait remettre l'appareil productif à marche. On a un appareil productif qui, depuis 10 ans, s'est largement dégradé. Nous n'exportons pratiquement plus. Alors, petit à petit, on voit que ces indicateurs reviennent. Il fallait d'abord remettre en effet de la confiance et en même temps remettre les outils qui nous permettent de rendre notre appareil productif et industriel à marche. Les premiers signes sont là. Voilà, on verra, je vous le dis, dans quelques mois. Mais globalement, les indicateurs dont notre collègue fait référence, la baisse du prix du pétrole, c'est il y a 3 mois. L'euro-dollar, c'est il y a 4-5 mois. On ne change pas un pays en 4-5 mois. En tout cas, son structurant économique. Il faut se donner un peu de temps. Et comme toujours d'ailleurs, la France est un pays qui met plus de temps que d'autres à faire les réformes, mais en même temps, les résultats vont plus vite. Et on verra que dans quelques mois, les choses vont changer. Changer les choses, c'est aussi ce qui était prévu dans le bilan de François Hollande, changement. Comme on dit dans le jargon, priorité au direction la salle des 4 colonnes avec vous, Elsa Mondagava. Vous êtes aux côtés d'Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste. Exactement, et Olivier Faure, vous le saviez, ces 3 ans allaient être l'occasion pour l'opposition de dresser un bilan. Vous avez voulu donner de l'espoir au niveau du groupe PS, dire que le bilan n'était pas si mauvais? Mais c'est pas qu'il n'est pas si mauvais, c'est un bilan d'abord d'étape, parce qu'un quinquennat ça dure 5 ans et non pas 3. Et ensuite parce que les résultats, ils tardent à venir sur le terrain de l'emploi, mais dans d'autres domaines, ils sont déjà là depuis quelques mois. Et qu'on pense à ce qu'on fait sur la réorganisation de l'Europe, avec le discours qui a fini par porter des Français à l'échelon européen, l'euro moins cher, les taux d'intérêt plus bas, la politique d'investissement de Juncker, mais ce qui se passe aussi au niveau de l'éducation, avec la rénovation de l'école qui a été engagée dès la première année avec Vincent Peillon, qui est maintenant complétée par la réforme du collège par Najat Vallaud-Belkacem. Ce qui se passe du côté des droits, parce que si vous prenez les droits des salariés, nous sommes dans un pays où désormais vous aurez un compte individuel formation, vous allez avoir un compte pénibilité, vous allez avoir des droits chargeables à l'assurance chômage. Vous avez le droit à une complémentaire santé pour tous. Vous avez aussi maintenant le tiers payant qui va être proposé à chaque Français. Voilà un pays où même dans une période qui est une période difficile, tendue, eh bien nous continuons à avancer, à faire progresser les droits de ceux qui sont des classes moyennes, classes populaires et qui ont le plus de difficultés. Sauf qu'on le voit, au niveau de l'emploi, les résultats ne sont pas là, pas encore là. Il y a eu des questions sur la prime d'activité, sur le service civique. Ce sont les solutions pour les 2 prochaines années du quinquennat ? Pas exclusivement, mais quand on a à se battre sur un terrain comme celui-là, effectivement, on utilise tout ce qui est disponible. Et c'est vrai que le service civique, par exemple, a 2 vertus. Effectivement, de permettre à des jeunes d'accéder pour une première fois à l'emploi, et puis aussi de les emmener sur des valeurs, sur une façon de se rendre utile à la collectivité qui est extrêmement précieuse. Nous n'avons plus de service national, ce qu'on peut regretter. Mais donc, pour ces jeunes qui veulent s'engager, c'est très bien qu'on en ait 150 000 qui puissent demain, effectivement, assumer leur choix et leur volonté de participer à l'œuvre collective. Vous y croyez, le chômage peut baisser et François Hollande peut se représenter en 2017 ? Mais c'est pas que je crois, c'est que nous sommes tous, depuis 3 ans, à construire le chemin qui nous amène à la reprise. Et donc, je suis évidemment persuadé, autrement je n'aurais pas voté les mesures que j'ai votées depuis le début. Le CICE, le pacte de responsabilité, et toutes les autres formes d'emploi aidé qui ont été aussi créées pour doper l'activité et puis permettre de recommencer. Évidemment, je pense que dans le courant de l'année qui vient, pour des raisons qui sont à la fois celles que je viens d'indiquer, et puis aussi une situation externe qui va mieux, et dont nous sommes dépendants aussi, je pense qu'effectivement la courbe du chômage va s'inverser. Merci beaucoup Olivier Faure, porte-parole du Parti Socialiste. Merci Elsa Mondagava et merci à votre invité. Alors 3 ans de Hollande à l'Élysée, Nicolas Sarkozy parle de 3 ans de tromperie. Est-ce que vous partagez son point de vue, Damien Abad ?
Oui, c'est 3 ans de tromperie, c'est 3 ans de mensonges. On le voit bien. Si vous reprenez la litanie des mois précédents, on constate à chaque fois que le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan économique, et il n'y est pas non plus sur le plan social, parce que il y a un recul aujourd'hui, il y a une augmentation de la pauvreté, des difficultés dans le pouvoir d'achat. Il n'y est pas sur beaucoup de sujets. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense qu'au-delà du bilan, ce sont les perspectives aussi qui nous intéressent. Et aujourd'hui, je ne vois pas de changement de braquet, je ne vois pas de volonté réelle de changer les choses. Je vous prends un exemple. J'ai vu dans le triptyque, il y avait la question du progrès. Moi aussi, je crois au progrès. Mais si on croit au progrès, il faut peut-être qu'on revoie le principe de précaution, par exemple. Il faut peut-être qu'on fasse évoluer un certain nombre de choses, qu'on renforce l'innovation, qu'on ait le courage de défendre nos entreprises. Donc aujourd'hui, au-delà des mots, les Françaises et les Français, ils attendent des actes et des résultats. Et aujourd'hui, il n'y a ni acte ni résultat. 3 ans de tromperie, dit Nicolas Sarkozy. Vous lui répondez quoi? Bon, venant de Nicolas Sarkozy, dont le bilan est pas très satisfaisant. La preuve, c'est que les Français lui ont mis un carton rouge lors des élections, il y a tout juste 3 ans. Nicolas Sarkozy fait de l'humour parce qu'il est resté en responsabilité pendant 10 ans. D'abord comme ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, c'est pas rien, et ensuite comme président de la République. Il a eu tous les postes. Et il avait promis des choses, autant avec Jacques Chirac que lui-même, rappelez-vous ce qu'il nous avait dit en 2008, quand il s'est présenté à la présidentielle. Tout allait changer, la rupture, il ne s'est rien passé. On a perdu beaucoup de temps. Et au fond, ce que je reproche aujourd'hui, et pas seulement à Nicolas Sarkozy, c'est qu'au moment où il fallait faire les réformes, là où il y a eu le retournement de situation en Europe, c'est au début des années 2000, 2001 à 2005. Là où l'Allemagne, sous un gouvernement de gauche, là où l'Angleterre, sous un gouvernement de gauche, a pris la tangente et a changé les choses, la France est restée figée. Il ne s'est rien passé. Et on a perdu de nombreuses années. Maintenant, on essaie de revenir, mais dans une situation où la crise reste quand même élevée, c'est difficile de se réapproprier l'économie, de faire en sorte que la France regagne du terrain en Europe. N'oublions pas que ces pays étaient dans des situations bien plus dramatiques que les nôtres il y a quelques années. Et on s'est fait passer devant. Donc voilà, il faut courir maintenant et on avance. Dernière question avant de passer à un autre sujet. Est-ce que François Hollande, vous pensez que François Hollande sera candidat en 2017 ? Écoutez, lui, il a dit clairement, et moi je suis assez d'accord avec cette perspective, on me jugera sur mon bilan, et si mon bilan n'est pas bon, évidemment que je ne serai pas candidat. Donc ce qu'on attend maintenant, et moi je fais confiance à François Hollande, je fais confiance au gouvernement pour qu'il redresse à la fois les comptes de la nation, c'est chose faite, mais à la fois qu'il réponde à une exigence qui me paraît majeure, c'est celle de l'emploi. C'est sur l'emploi qu'on verra si réellement il a réussi. Damien Abad, de François Hollande, le candidat idéal face à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. On voit une chose, c'est que l'anti-sarkozysme, ce n'est pas un programme, et ce n'est pas un projet pour la France. Et en fait, François Hollande a construit sa victoire sur l'anti-sarkozysme. Et on voit bien aujourd'hui l'échec. Je prends juste un exemple, parce qu'on peut discuter. La remise en cause de la défiscalisation des heures supplémentaires. Voilà ce genre dans les retours que les Français n'ont pas supporté. Parce que les heures, la remise en cause de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est toucher les classes moyennes, c'est toucher les ouvriers, ce sont toucher les salariés, ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir avoir un peu de dépenses de loisirs ou autres. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres qui est la preuve aujourd'hui que la France meurt de ses allers-retours permanents et qu'aujourd'hui, on a besoin de vraies réformes radicales qui soient assumées et qui assument clairement nos convictions et nos valeurs. Merci. Autre thème de ces questions au gouvernement, la réforme du collège. Najat Vallaud-Belkacem persiste et s'il n'est pas question de retirer la réforme, elle veut lutter contre les inégalités et en même temps garder l'excellence à l'école, une valeur fondamentale en France. On écoute la ministre de l'Éducation nationale et on réagit juste après. Avec 4000 postes de professeurs créés pour accompagner cette réforme. C'est bien le développement des petits groupes de travail qui sera facilité pour permettre des groupes homogènes qui permettent notamment de pallier les difficultés ou encore une fois d'approfondir les connaissances pour ceux qui sont le plus en avance. On s'adapte à la singularité de chaque collégien car notre souci est de faire réussir chaque collégien. Avec la capacité laissée à chaque enfant d'apprendre une langue vivante plus tôt dans sa scolarité. C'est bien une meilleure maîtrise des langues vivantes qui sera offerte à tous les collégiens de France. Alors, messieurs les députés, Bruno Le Maire et 89 députés du groupe UMP et UDI ont écrit une lettre à François Hollande. Ils lui demandent le retrait de la réforme du collège. Ils parlent de naufrage pour la nation, de nivellement par le bas. Pascal Terrasse, est-ce que c'est un nivellement par le bas, cette réforme ? Il ne sert à rien de crier avant d'avoir mal. J'ai envie de poser la question à Bruno Le Maire, est-ce qu'il connaît le contenu de la réforme ?
Moi, j'en connais pour partie les grandes orientations, qui a été d'ailleurs pour une fois approuvé par le Conseil national des programmes, ce qui est une première. En général, le Conseil national des programmes est plutôt opposé. Cette réforme dit quoi ? D'abord, on va mettre plus de moyens. 11 000 postes de plus dans le secondaire, c'est quand même pas rien. Là où il y avait 9 à 10 000 postes en moins dans les années précédentes. C'est ça la réalité. Deuxièmement, on va essayer de faire en sorte que l'apprentissage des langues soit offert dès la 6e. C'est pas le cas aujourd'hui. Et voire même avant. La France, on est un pays où on a une difficulté avec les langues étrangères. C'est aussi un moyen, cette réforme, de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement individualisé pour les jeunes. Vous dites on a condamné cette réforme sans la connaître en fait. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Moi, je veux bien qu'on parle sur les sujets de fond. Quand on raconte tout et n'importe quoi, moi je pense que ce qui fait mal à notre pays depuis maintenant des années, et c'est pas nouveau, quand on voit que le Front National fait des scores aussi importants, c'est parce que dans le langage des démocrates, des républicains, ayons le courage de le dire, on se balance des choses à la figure sans regarder la réalité. Peut-être qu'il y aura quelques ajustements à faire. J'ai cru comprendre que, par exemple, sur l'allemand, il y avait des interrogations. Il faudra qu'on apporte des réponses. J'ai cru comprendre sur les langues qui ne sont pas vivantes aujourd'hui, le grec, le latin, il y a des positions qui peuvent être différentes. Parlons-en. Ce que je sais, c'est que le collège pour tous, c'est une loi qui est très vieille. C'est la loi Haby. Le collège pour tous, il faut le continuer. Mais ce collège pour tous, il est de moins en moins pour tous aujourd'hui. On voit qu'il y a une série d'enfants, 15 à 20% qui s'en sortent bien, et puis d'autres qui ont de grandes difficultés. Apprendre à lire, à compter et aller plus loin dans les langues étrangères, c'est aussi le rôle du collège. Donc il faut le réformer. Ce collège a jamais été réformé, ou pas suffisamment réformé. On a massifié les enfants au collège sans donner les moyens à la communauté éducative, c'est-à-dire aux enseignants, évidemment, et aux parents d'élèves, où eux-mêmes doivent jouer un rôle important. Les parents d'élèves doivent rentrer dans le collège. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Damien Abad, vous êtes signataire de cette lettre visant au retrait de cette réforme du collège ? Oui, bien entendu. Et je pense que Bruno Le Maire a apporté un sujet de débat sur la table très important. Moi, je ne voudrais pas que le collège pour tous, ça devienne le collège pour personne, et que personne n'y trouve son compte. La vérité, c'est que je suis effectivement très en colère sur cette réforme. Alors, j'entends ce que vous dites, on peut discuter sur les modalités, je ne dis pas que tout est à jeter, je dis simplement que dans une réforme, il y a toujours une philosophie derrière, il y a toujours un principe. Et la philosophie, moi, que je condamne, c'est cette philosophie de l'égalitarisme, du nivellement, effectivement, par le bas, où, effectivement, on pourrait penser dans notre société que tout serait égal à tout. Écoutez, je suis désolé de vous dire, mais pour moi, le mérite, l'excellence, ce ne sont pas des gros mots, ce sont des mots à valoriser. Je crois, et je suis certain, comme vous, nous croyons en la méritocratie républicaine. Et que dans cette réforme des collèges, je veux dire juste deux choses. D'abord, sur la question de l'apprentissage des langues, j'ai bien entendu la défense de la ministre sur ce sujet, mais est-ce que ça veut dire que tous les professeurs d'allemand sont des imbéciles, puisqu'ils condamnent la réforme ? Un mot sur le contenu de notre tribune, parce qu'il y a quand même quelques sujets. Quand on rend facultatif l'enseignement des Lumières, quand on rend facultatif, qui est quand même un socle pour notre pays, quand on rend facultatif la médiévalité médiévale, ce sont des mots priorité envoyés. On a écouté le point de vue du groupe socialiste, le point de vue du groupe UMP. Qu'en pense l'UDI ? Elsa Mondagava, vous êtes avec Charles de Courson. Exactement, et vous avez des choses à dire, notamment sur l'enseignement du latin et du grec. Oui, j'ai eu la chance de commencer le latin en 6e et le grec en 5e. Et je souhaite que beaucoup de jeunes Français puissent continuer à en bénéficier. Car vous ne pouvez pas comprendre la civilisation française si vous ne connaissez pas nos racines latines et grecques. Et les relations d'ailleurs entre les deux. Et puis, j'ai une seconde critique concernant l'enseignement de l'histoire. Je trouve incroyable qu'on rende optionnels certains modules alors qu'ils sont au fondement de notre civilisation, et en particulier l'étude du christianisme. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est un autre débat. On ne peut pas comprendre l'histoire française et la situation actuelle sans avoir, si vous voulez, une bonne connaissance du passé de la France. Et qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'est avoir en commun des valeurs, une langue, une culture et une histoire. C'est partager tout ça. Dans l'hémicycle, le Premier ministre a répondu un peu aux critiques en disant qu'on était encore au stade de la concertation. Vous avez envie encore d'échanger, d'entrer dans cette concertation et de faire avancer justement ces nouveaux programmes ? Écoutez, si le Premier ministre renonce à un certain nombre de choses qui ont été annoncées par la ministre de l'Intérieur, notamment en matière d'histoire, notamment en matière de latin et grec, et puis il y a aussi le problème de l'allemand, eh bien je ne pourrais que m'en réjouir.
vous ne pensez, Najat Vallaud-Belkacem, par cette réforme, est un peu la cible d'attaque. Vous, c'est vraiment la réforme du collège que vous ciblez ou c'est aussi son action au sein de son ministère ? Non, mais toujours en matière politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les questions de personne, c'est le fond de l'affaire. Je pense qu'on a un vrai problème qui est l'éducation dans ce pays, avec une certaine dégradation mesurée tant par nos indicateurs du ministère de l'Éducation nationale que par l'étude PISA et d'autres, et que donc la question, elle est comment est-ce qu'on peut redresser la qualité de l'enseignement en France ? C'est ça le grand débat, quelles que soient nos convictions politiques. Merci beaucoup. Merci Charles de Courson, député UDI. Merci Elsa Mondagava, merci à votre invité. Damien Abad, est-ce que vous partagez les craintes de Charles de Courson, notamment en matière de qualité de l'enseignement ? Mais complètement, mais Charles de Courson a complètement raison. Le problème, c'est qu'on est en train de casser le socle de valeurs sur lequel notre République et notre école reposent. Sur le latin et le grec, c'est vrai, ce sont des racines anciennes de notre pays, je viens de le dire, sur l'enseignement de la chrétienté médiévale. Est-ce que vous croyez que c'est un bon signal envoyé à notre pays que de rendre optionnel l'enseignement de la chrétienté médiévale, l'enseignement des Lumières? Moi, je peux vous poser une question, oui, attendez, cher collègue. D'après vous, je vous ai pas coupé, donc combien d'élèves terminer. font latin et grec aujourd'hui au collège? Une chose, 15%. C'est que vous avez le droit de renoncer à nos valeurs. Leur permettre à tous de pouvoir accéder au grec et au latin. Ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas en reniant nos valeurs. À votre avis, monsieur Haddad, à quel pays. âge apprend-on les racines chrétiennes et judaïques? En 6e, c'est dans nos livres d'histoire et les programmes ne changeront pas. Donc, on cette réforme des collèges est bonne. On peut pas raconter tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pas parce qu'on pense pas comme vous qu'on raconte n'importe quoi. Vous n'avez pas le monopole de la vérité. Non, mais pourquoi vous dites, je suis en train de vous dire, laissez-moi terminer, qu'il n'y aura pas de grec et de latin pour tous, alors qu'aujourd'hui c'est pour 15% des élèves? Pourquoi vous dites qu'on remet en cause nos racines chrétiennes, puisque dans l'apprentissage, dès la 5e, dans les livres d'histoire, il y a l'apprentissage des racines chrétiennes de l'Europe, c'est le cas aujourd'hui, et du judaïsme. Et en 4e, pourquoi on rend de optionnel l'islam. La chrétienté médiévale? Pourquoi on rend obligatoire l'enseignement de l'islam et pourquoi on rend optionnel la chrétienté médiévale? Moi, je veux bien qu'on discute de tout ça. Je dis simplement une chose. La France, ce n'est pas une société de communautés les unes à côté des autres. La France est un tout avec la diversité. C'est la devise d'ailleurs de l'européenne, qui est l'unité dans la diversité. Moi, je crois en cette devise. Ce qui m'inquiète dans cette réforme, c'est qu'on tourne le dos à nos convictions. C'est qu'on tourne le dos à nos valeurs dans un moment, excusez-moi de vous dire, où on l'a rappelé, les Français sont descendus. Vous parlez des programmes. Il ne faut pas confondre ce qui relève des programmes et ce qui relève de la réforme. Mais vous savez que c'est un tout, on peut décortiquer la réforme. C'est pas le ministère seul qui fait les programmes. Vous n'allez pas nous faire le coup du décortiquage de la réforme pour essayer de faire passer des choses que les Français ne veulent pas. Ce que simplement je vous dis, mais on a le droit d'avoir une différence, moi je suis totalement opposé et à la réforme des programmes et à cette réforme des collèges, je vous le dis comme je le pense, beaucoup de Français le sont. D'ailleurs, en tant que président du conseil départemental de l'Ain, j'ai écrit à l'inspecteur d'académie, j'ai écrit à la rectrice pour m'inquiéter de cette réforme qui ne va pas dans le sens où aujourd'hui les Français... Vous dites, je termine juste là-dessus, mais vous nous dites aussi que finalement, on aurait besoin des parents d'élèves, que tout le monde participe au collège. La communauté éducative, il faut qu'elle rentre dans le collège. Excusez-moi de vous dire, dans la communauté éducative, le patron, c'est le prof. Et que moi, je souhaite qu'on remette le prof au milieu du village. Oui. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde commande à la place de celui qui devrait commander. Quand on rentre dans une classe, à une certaine époque, les élèves se levaient quand le maître d'école rentrait dans une classe. Ça s'appelle le respect de l'autorité du maître. On aurait un peu plus d'autorité dans nos collèges. Peut-être que notre pays s'en porterait mieux. Pascal Terrasse, Damien Abad dit le patron, c'est le prof. Est-ce que le problème, la grogne, vient aussi des syndicats d'enseignants? Est-ce que le problème, il n'est pas là aussi? Les syndicats d'enseignants, cœur de cible des socialistes, de l'électorat socialiste, et contre la réforme. Est-ce que ça craint pas? Oui, je pense que toutes les grandes réformes françaises ne se sont pas faites sans difficulté. Parce que très souvent, il faut avancer sur des conservatismes. Et dans le milieu de l'éducation nationale, il y a des conservatismes. Je me souviens qu'à une époque, les mêmes d'ailleurs avec les enseignants et les syndicats qui critiquaient la mise en place des IUFM, quand ils ont supprimé les IUFM, les mêmes qui critiquaient ce dispositif étaient dans la rue pour dire que c'est un scandale. L'apprentissage au métier d'enseignant qu'ils avaient eux-mêmes fait disparaître. Donc, vouloir le bien déjà malgré eux-mêmes, c'est quelquefois compliqué. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous avons un système d'éducation qui n'est pas à la hauteur. Chaque année, on voit que dans les grandes statistiques internationales, la France régresse. Et donc on peut pas rester. Oui, mais moi, ce que j'attends de vous, à ce moment-là, c'est que vous nous donniez vous-même vos propositions. Je n'ai aucune proposition de l'UMP depuis 3 ans. Si ce n'est de dire les socialistes font du mauvais travail et que quand il y avait Nicolas Sarkozy, c'était bien. Ça, il n'y a aucune proposition. Bruno Le Maire,
d'avoir un certain nombre d'idées, Je de ne connais pas ces propositions. propositions. on va Vous passer- devriez je ne les connaître, connais vous pas. inviterez au région Messieurs, de mer, vous serez bienvenus. on va passer au dernier thème, sinon on n'aura pas le temps de l'aborder. Le sort des migrants et la Méditerranée qui devient de plus en plus souvent un cercueil pour les migrants. Que fait la France, que fait l'Europe? Écoutez le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il y ait un partage de l'effort d'asile entre les différents pays de l'Union européenne. Nous avons saisi le commissaire européen en ce sens et des discussions sont en cours au sein de l'Union européenne pour atteindre le but. Troisièmement, il est impératif qu'il y ait, à partir des pays de provenance, une action conjointe de l'Union européenne, de l'OMI, du HCR, pour faire en sorte que l'on puisse distinguer dans les pays de la bande sahélo-saharienne ceux qui relèvent de l'asile en Europe et ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière, pour que nous puissions nous-mêmes assurer la protection des réfugiés qui relèvent de l'asile et qu'on les enlève des mains des passeurs, et que l'on puisse, dans le cadre de programmes de développement, assurer le maintien dans leur pays de ceux qui relèvent de l'immigration économique. Il faut démanteler les filières de passeurs. Nous avons en France démantelé 226 filières de plus en 2014 qu'en 2013. Nous devons renforcer la coopération entre les services de police et les services de renseignement au sein de l'Union européenne. Telle est la feuille de route, elle est celle de la France. Nous contribuons à faire en sorte qu'elle soit celle de l'Europe. Voilà, messieurs, bien différencier ce qui relève de l'immigration clandestine, de l'immigration économique, et ce qui relève du droit d'asile. Mais comment on fait concrètement? Damien Abad. D'abord, on voit, là aussi la droite avait raison, c'est que la question de l'immigration est une question centrale pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir d'ailleurs du monde entier. Ça, c'est un sujet déjà important. Il y a plusieurs niveaux. Je pense d'abord le niveau national. Moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin dans la réforme du droit d'asile. Aujourd'hui, le problème du droit d'asile, je suis très attaché au droit d'asile, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, il est complètement dévoyé dans son objectif final. Ensuite, il faut lister, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, sur les filières de passeurs, etc., et donc faciliter un certain nombre de choses. Ensuite, cette action française doit être absolument coordonnée avec une action européenne. Moi, j'étais député européen, j'étais un de ceux qui a toujours milité pour le renforcement des moyens de Frontex, qui est l'agence aux frontières extérieures, qui permet justement d'avoir une politique migratoire européenne coordonnée. On a multiplié par 3 le budget Oui, de Triton. Mais regardons sur le temps long. Moi, je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin. Et puis, troisième niveau d'intervention, c'est l'ONU. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet aussi, c'est que plus on le prend en amont, mieux ça sera. Et si on arrive à donner un mandat à l'ONU pour qu'il puisse intervenir, notamment dans les côtes libyennes ou autres, pour éviter le phénomène en aval comme on le subit par la suite, ça sera aussi quelque chose d'avancé. Donc je crois qu'il faut qu'on ait une action concertée au niveau français, au niveau européen et au niveau onusien. Sujet plutôt consensuel, Pascal Terrasse, vous êtes plutôt d'accord? Oui, puis c'est une conséquence, tout ça. Il faut bien voir que ça passe par la Libye. La France a eu tort, je pense, d'aller en Libye, en tout cas dans les conditions qui étaient celles retenues à l'époque par Nicolas Sarkozy. On a mis le feu dans ce pays qui est explosé aujourd'hui, qui ne fonctionne plus. À cela, il faut rajouter évidemment tous les problèmes que l'on retrouve dans la zone du Moyen-Orient. Là, pour le coup, il y a des responsabilités qui sont partagées, notamment Bachar al-Assad porte une responsabilité majeure sur la Syrie. Il y a donc tous ces migrants qui sont là pour des raisons politiques. Ceux-là, on doit les accueillir. Pour des raisons politiques, quand ils sont identifiés. C'est en gros 10 000 personnes par an en France. Et donc là, on fait mal notre travail. Sur les 50 000 personnes qui demandent le droit d'asile en France, on dit en gros 10 000 ont de bonnes raisons et 40 000 n'ont pas de bonnes raisons. Et là, je rejoins notre collègue pour dire il y a 40 000 personnes qui sont refusées, qu'est-ce qu'on en fait demain ? C'est ça le problème, c'est qu'il y a eu ces 4 dernières années, on se partage assez bien là le rôle, ou 4 ou 5 dernières années, pratiquement 200 000 migrants qui sont venus au titre du droit d'asile. Près des 2 tiers sont restés dans notre pays. Ça, c'est un souci qu'il faut aujourd'hui poser. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et puis, il y a un deuxième sujet qui me paraît important, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus des demandes qui sont liées à l'immigration économique. C'est juste pas possible pour nous. Et puis demain, il y aura ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Parce que ça, c'est un sujet aussi que l'on n'a pas encore maîtrisé, mais on risque de se retrouver dans une situation très compliquée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et là je suis encore une fois d'accord, c'est qu'il faut que l'ONU, et pas seulement l'Europe, prenne ses responsabilités. On ne peut pas accueillir toute l'Afrique et toute la misère africaine. Ce sera le mot de la fin. Pascal Terrasse, Damien Abad, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec la gauche se droitise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au nom de tous ceux qui ont préparé cette émission, merci de l'avoir suivi. 19h30, vous retrouvez le journal de la rédaction, Brigitte Boucher. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.